Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans ce 3e épisode de Pulsion Sportive, une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce long moment d'échange avec Joris Jagu, athlète au Val-de-Reuil Olympique Lutte. Vous ne le connaissez pas ? Je vous le présente. Alors bonjour Joris. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps vous pouvez vous présenter ? Joris Jagu, donc lutteur du club du Val-de-Reuil Olympique Lutte, éducateur de profession. Donc je travaille sur une structure en Seine-Maritime et je suis aussi en plus d'être un athlète, je fais partie des entraîneurs du club, puisqu'en fait initialement je suis entré dans ce club en tant qu'apprenti BPGEPS, éducateur sportif. Après, en fait, progressivement, au fur et à mesure que j'évolue en fait dans cette voie-là, j'ai découvert en fait le milieu du handicap et c'est un milieu qui m'a beaucoup plu. Donc en fait, à l'issue de ma formation, j'ai pris le choix en fait de poursuivre dans cette voie-là et devenir éducateur. Et du coup, en parallèle, en fait, je faisais à la fois un petit peu d'animation pour le club et d'entraînement, et puis je faisais en parallèle de mon métier. Ok, et du coup là je rebondis, vous parlez de BPGEPS, le sport c'est quelque chose qui a été inculqué pour vous depuis tout petit. Oui. J'ai vraiment commencé très tôt le sport. Bon, j'avais commencé par du judo, puis ensuite du rugby, puis après pendant très longtemps du kung-fu, d'ailleurs le club de kung-fu de Val-de-Reuil. D'accord. Et je dirais même que dans mon éducation et dans la personne que je suis aujourd'hui est en grande partie due au sport et toutes les figures qui ont gravité autour, donc tous les entraîneurs, tous les bénévoles qui m'ont suivi, qui m'ont encadré, qui ont un petit peu quelque part façonné ma personne. D'accord. Et vos titres justement de kung-fu, enfin de champion et vice-champion 2018-2019, c'était avec le club là de Val-de-Reuil justement ? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Oui. J'ai commencé la lutte en 2020. En 2021, j'avais fait mon premier titre de champion de France lutte adaptée. Et puis ensuite, je me suis lancé dans les compétitions olympiques, donc en fait les compétitions ordinaires. Donc là, encadré par la Fédération française de lutte et discipline associée, puisqu'en fait la lutte adaptée est, elle, déléguée à la Fédération française du sport adapté. Et donc là-dessus, sur ce parcours-là, j'ai quelques médailles. J'ai fait vice-champion de Normandie l'année dernière. Là, cette année, j'ai fait 3e. Lors d'une compétition à Connery-Coire, j'ai fait aussi 3e. Et là, depuis 2021, en fait, tous les ans, je fais aussi le tournoi international de Sotteville. D'accord, Voilà. ok. Donc, je représente le club dans cette compétition-là. Mais avant la lutte, j'ai aussi un parcours sportif, parce que j'ai touché à plusieurs disciplines, notamment durant mes études. Alors, j'avais fait aussi de la boxe chinoise, donc là c'était affilié au kung-fu. Lorsque je suis parti à Rouen, en fait, j'ai fait mes études et en parallèle, en fait, je revenais quand même au club du Val-de-Reuil, mais j'allais aussi sur un autre club qui, là, en plus de faire du kung-fu et de la boxe chinoise, touche aussi plusieurs disciplines. Et c'est d'ailleurs, en fait, via ce club-là que je suis rentré dans le réseau de la Fédération française de lutte, puisqu'elle pratiquait aussi le sambo, qui est un mix de judo et de lutte. Et c'est une pratique originaire de l'Union soviétique. Et donc elle est affiliée à la Fédération française de lutte. Et c'était dans ce cadre-là que j'avais rencontré en fait le conseiller technique régional, qui m'a mis en fait en relation avec le club de Val-de-Reuil, alors que je connaissais de loin en fait, puisque durant ses débuts j'étais encore affilié au club de kung-fu de Val-de-Reuil. C'était sympa, mais j'étais déjà dans une activité. Et puis c'était en fait durant le besoin de trouver une alternance pour ce BPGEPS, parce que j'ai été mis en relation avec le club. Et de là tout a commencé, on va dire, pour la lutte.
J'avais donc, pour revenir sur la question des compétitions, j'avais fait vice-champion de France en Sanda Light, donc c'était du semi-contact. J'avais fait aussi des compétitions de taekwondo. J'ai fait une fois vice-champion de Normandie. Mais bon, après, en fait, avec le temps, en fait, quand j'étais étudiant, j'avais, on va dire, suffisamment de temps pour me consacrer à toutes ces disciplines en même temps. Mais bon, la réalité de la vie, c'est qu'à un moment donné, on doit se centrer. Et mon choix s'est porté naturellement sur la lutte. D'accord. Et justement, vu que c'est un sport instinctivement où lesquels se penchent pas forcément dessus, on pense plus au sport notamment collectif, rugby, football, basket. Est-ce qu'il y a eu des difficultés principales que vous avez pu rencontrer quand vous avez commencé ce sport? Alors, la difficulté par rapport à l'acquisition ou au développement dans le sport? Ouais, que ça soit même sur le plan personnel ou même sportif, par exemple. Alors, moi, j'ai toujours éprouvé du plaisir à faire des sports de combat. Donc, l'apprentissage, en fait, en soi, je n'ai jamais vraiment éprouvé de difficulté, puisqu'en fait, je connais un petit peu la manière dont on évolue dans ces sports-là. En fait, c'est toujours un peu difficile. Lorsqu'on se lance dans une nouvelle discipline, on débute, on tâtonne, et on n'est jamais trop sûr de ses mouvements. Donc, il y a forcément comme dans tous les sports, en fait, un début où, on tâtonne, puis on est face à des gens qui, eux, ont de l'expérience. Donc, forcément, comme dans tous les sports de combat, on arrive et quand on s'entraîne avec les partenaires, on ressent bien la différence de niveau, mais c'est quelque chose qui, avec du temps, de la rigueur et de la constance, en fait, on s'entraîne, on s'exerce, on continue, on persévère. Et par cette persévérance, on parvient en fait à tout simplement gommer cet écart de niveau. Et particulièrement en lutte. Parce qu'en plus de ça, en fait, ce qui se passe dans cette discipline-là, c'est que c'est une discipline qui est très exigeante sur tous les plans, aussi bien sur le plan physique que sur le plan technique, qui est très complet. Il est très complet puisqu'il faut de la force, de la vitesse, de la souplesse, de l'endurance, mais il faut aussi de la technique, donc aussi une certaine force mentale et de la lucidité dans l'effort. Donc effectivement, c'est un sport qui demande beaucoup de ressources et on a souvent en face de nous des lutteurs qui ont commencé ça depuis qu'ils ont 3 ans. Oui. Donc quand on arrive avec bon, certes des notions de sport de préhension et d'autres sports, bon, on peut toujours essayer 2-3 choses, mais on redevient un petit peu un nouveau. Donc mais pour moi, ça paraît quand même, déjà c'est normal, de toute façon, puisque les choses sont ainsi faites, et ça enseigne aussi un petit peu l'humilité. C'est une bonne chose pour moi, selon moi. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des aspects de la lutte, que ce soit via les valeurs de ce sport, qui vous aident à mieux gérer votre quotidien, vous sentir mieux? Est-ce que vous appliquez ce sport à votre vie quotidienne, par exemple? Ah oui, parce que alors il y a des petites compétences qu'on apprend. Alors surtout lorsqu'on pratique le wrestling training, qui est une des pratiques qui a été récemment. Bon, je dis récemment, c'était depuis quelques années déjà. Quand je suis arrivé, ça avait commencé. C'était le wrestling training, une forme d'entraînement physique avec de la préparation. En gros, pour résumer, c'est une séance qui est basée sur du renforcement musculaire avec des outils tels que le kettlebell. En fait, on effectue tout simplement une série de mouvements qu'on considère faire de l'entraînement fonctionnel. Un entraînement fonctionnel, j'entends par là travail d'un mouvement qui en fait rejoint des mouvements en lutte. Mais c'est aussi des mouvements qu'on voit aussi au quotidien. Effectivement, par exemple, lorsqu'on porte une charge, effectivement, souvent, quand on n'a pas de notion de souffler des charges, en fait, on coordonne ces mouvements. On pense pas forcément comme il faudrait. Et ce qui est intéressant, c'est que si initialement ce cycle d'entraînement était destiné aux compétiteurs, on a remarqué que c'est quelque chose qui peut
peut aussi aider dans son quotidien. Et donc c'est pour ça que c'est rentré un peu dans le cadre des pratiques sport santé. Et finalement, ça a été un outil qui a davantage attiré le public sport santé, donc souvent les mamans et papas de lutteurs qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans la discipline, mais qui ont quand même envie d'avoir une pratique sportive. Et donc en fait, ça a été finalement une offre aussi pour ces parents-là. Et donc il y a eu aussi d'autres personnes qui souhaitent simplement s'entretenir donc via ce sport-là. Et donc c'est quelque chose qui s'utilise au quotidien, effectivement. Et justement, par rapport à votre quotidien, je vais faire une petite transition là-dessus pour la deuxième partie. Vous êtes atteint d'un handicap. Alors pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, quel est-il ? Alors, je suis diagnostiqué TSA, donc trouble du spectre autistique. Alors, qu'est-ce que ce handicap ? Donc ça fait partie en fait des handicaps cognitifs. Finalement, c'est quelque chose d'assez vaste. C'est un sujet assez vaste que l'autisme, parce que autrefois on parlait on avait des classifications, on avait des Asperger, on avait d'autres classements, et là maintenant on parle plus de spectre, parce qu'en fait finalement c'est un trouble en fait dans nos capacités, on a des lacunes dans certains domaines. Mais finalement, c'est assez varié d'un profil à l'autre. En fait, on a on peut avoir des difficultés, mais aussi avoir des forces. Donc, c'est juste qu'en fait, on est ce qu'on appelle neuroatypique. C'est-à-dire qu'en fait, on sort un peu de la norme dans notre fonctionnement. D'accord. Et donc, moi, ça avait été repéré très tôt, mais ça avait été diagnostiqué tard. Et d'ailleurs, ça avait été diagnostiqué dans le cadre de ma formation BPGEPS, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, un handicap était reconnu durant ma scolarité, très jeune en fait. D'ailleurs, j'avais un dossier de DPH, mais on n'avait pas de diagnostic. On savait que j'avais des difficultés, et ma mère savait que c'était de l'autisme, parce qu'elle avait du réseau dans ce milieu, et donc à l'âge de 2 ans, elle m'avait fait examiner par des spécialistes, mais eux, on s'en arrivait à l'hypothèse, parce qu'en fait, il n'y avait pas de diagnostic officiel qui avait été posé. Eux, on ont déduit qu'il y aurait de l'autisme. Et donc là-dessus, elle s'est battue auprès des écoles, auprès de la MDPH, pour que ce handicap soit reconnu. Alors, elle a réussi à faire reconnaître quand même le handicap et les difficultés. Toutefois, en fait, il n'y avait pas eu de diagnostic durant ma jeunesse. Au final, sans doute n'était-ce pas nécessaire, puisque de toute manière, on reconnaissait tout de même des difficultés, j'ai pu bénéficier d'aménagement. Puis ensuite, arrivé la période post-bac, j'avais fait ce choix, puisqu'en fait, j'avais fait tout un travail, puisque j'avais quand même bénéficié d'un suivi de professionnels qui m'ont vraiment beaucoup aidé. J'avais estimé que il n'était plus nécessaire de bénéficier d'aménagement. J'ai quand même pu faire mes études supérieures. Je suis arrivé jusqu'à la licence. Donc j'avais fait un DUT carrière juridique, puis une licence d'administration publique, donc dans l'université de Rouen. Puis arrivé dans le monde du travail, j'avais tenté d'avancer, on va dire, en sous-marin. Au final, j'arrivais quand même à faire quelques missions, mais finalement, j'étais un petit peu dans une forme de précarité. Et finalement, lorsque je me suis lancé dans la formation BPGEPS, je me suis un petit peu retrouvé dos au mur du fait d'un test préalable d'entrée en formation qui en fait consistait d'abord un test d'endurance physique, donc le test de l'ECLIG. Donc ça là-dessus, normalement, mon handicap n'avait pas d'importance, mais là, la partie qui m'a causé énormément de difficultés, c'était le parcours de motricité. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir dans l'autisme, c'est que si sur le plan, on le remarque sur le plan social, mais il y a aussi ce qu'on appelle des comorbidités. Alors des comorbidités dans le sens où lorsqu'une personne a un trouble du spectre autistique, il est aussi sujet à d'autres troubles, notamment des troubles 10. Et dans mon cas, je suis dysgraphique. C'est un trouble de motricité fine qui se traduit par des difficultés
à coordonner des mouvements pour ce qu'on appelle la motricité, par exemple couper un fromage droit. Ça, c'est quelque chose qui en soi en fait est possible, mais me demande en fait un certain effort. Je vous montrerai mes cahiers et on me dit très souvent, tu as une écriture de médecin. Mais je suis pas médecin. C'est-à-dire que je n'ai ni la connaissance du médecin, mais par contre j'ai son écriture. Ce parcours-là, en fait, il y avait tout un tas d'épreuves. En fait, c'était un grand parcours où on a eu plusieurs étapes, et je butais sur plusieurs de ces étapes-là, ce qui bloquait en fait mon entrée en formation, parce que tant que je n'avais pas réussi cette épreuve, je ne pouvais pas entrer en formation. Et au bout de la 4e tentative, il a fallu que je me rende à l'évidence qu'il fallait simplement admettre que j'avais ces difficultés et que je devais les faire savoir. D'accord. Et donc, il a fallu que je sollicite un petit peu mes ressources et que j'exploite mon réseau pour essayer de revenir un petit peu auprès de la MDPH et aussi auprès des psychologues et des médecins pour que je puisse bénéficier d'aménagement. Ce qui a été un moment un peu difficile pour moi, parce que quand on est porteur de handicap, surtout en handicap de ce genre, en fait, ça touche un peu à notre fierté. On se dit, on aimerait finalement que notre vie se passe comme les autres. Être, entre guillemets, normal, enfin, dans la normalité. Même si c'est une notion assez relative au final, mais toujours est-il en tout cas pour ma part, j'en sentais énormément de frustration d'avoir fait face à ces difficultés et en fait au final de devoir fournir plus d'efforts pour obtenir les mêmes résultats que ces personnes qui sont dites en fait neurotypiques, donc en fait qui sont dans la normalité. D'accord. Voilà. Donc voilà, il a fallu que je fasse reconnaître ces difficultés. Il a fallu que je fasse ce diagnostic. Donc j'ai obtenu ce diagnostic en 2021. Est-ce que justement vous avez trouvé des stratégies particulières pour vous adapter dans l'environnement de la lutte, que ce soit dans les compétitions, même pas spécialement? Dans le sport, pas spécialement. J'ai toujours baigné dedans. Après, oui, il y a forcément ces petites habitudes, mais en fait, chaque athlète a ces habitudes-là. Donc, au final, je me fonds facilement dans la masse. Dans la pratique sportive, il n'y a aucun souci, mais au quotidien, c'est effectivement, partout où je vais, en fait, je mets en place des stratégies pour finalement m'adapter à mon environnement. Et justement, est-ce que la lutte est-elle un moyen, enfin, ou même les sports de combat que vous avez fait dans votre vie, c'est un peu une expression aussi personnelle de communiquer, de vous livrer aux autres, à la société, outre ça dépasse un peu le côté sportif pour vous? C'est vrai que le sport, pour moi, était créatrice de liens. C'est le plus gros de mes liens sont issus du sport. Moi, j'aime dire que si je suis là aujourd'hui, c'est en très grosse partie grâce au sport, parce que j'ai, comme je t'avais dit tout à l'heure, en fait, finalement, ce qui a façonné ma personnalité, c'est finalement tous ces entraîneurs, tous ces bénévoles qui m'ont accueilli, qui m'ont reçu, qui m'ont accompagné et qui m'ont aussi inspiré. Et beaucoup d'entre eux m'ont inspiré et j'avais en fait mis une telle énergie, un tel engouement dans ces activités que la question de m'engager auprès de ces associations ne se posait même pas. J'y allais à cœur joie. Et c'est finalement comme ça, par ce bénévolat au départ, que je me suis progressivement orienté vers mon métier actuel d'éducateur. D'accord. Et justement, dans la lutte, vous êtes seul. Est-ce que vous avez un coach, des partenaires? Oui, alors on a l'une des forces valorisées, c'est qu'elle a un gros effectif bénévole. On a beaucoup d'entraîneurs. On a même maintenant un coach professionnel, un salarié du club qui était aussi alternant BPGEPS dans ce club-là, qui avait en fait suivi, qui m'a suivi l'année d'après. Et donc on avait pendant un temps, on avait évolué ensemble en tant qu'apprentis.
tous les deux. Et puis, bon, moi, après mon diplôme, j'ai fait ma voie, puis lui, il a continué, et au final, on lui a proposé, en fait, finalement, de devenir coach pour le club à temps plein. Et donc, effectivement, lui s'occupe d'entraînement au quotidien. Et puis, on a aussi d'autres coachs qui interviennent un peu plus ponctuellement. Et puis aussi beaucoup de bénévoles qui viennent un petit peu épauler ce coach, parce que l'une des difficultés en tant que coach, c'est lorsque vous avez en fait un niveau hétérogène dans votre groupe. Et c'est là où en fait ces bénévoles sont essentiels, je dirais, pour l'encadrement du groupe, puisqu'ils vont permettre en fait d'ajuster les niveaux. Ils vont permettre aussi de réadapter un peu la séance en parallèle, et on fait créer un petit peu des petits groupes qui vont permettre en fait que tout le monde avance au même rythme. Et en fait, pendant un temps, parce que là maintenant c'était un peu plus compliqué depuis que je me suis engagé dans les métiers de la protection de l'enfance, parce que je suis éducateur. Alors, j'avais initialement commencé dans le milieu du handicap. Et dans ce milieu-là, en fait, là où je travaillais, j'étais sur des horaires de journée, donc je pouvais travailler la journée et le soir venir au club chaque séance. J'étais systématiquement. Là maintenant, je suis dans la protection de l'enfance. Je suis en service d'accueil d'urgence, et puis avant en maison d'enfants à caractère social, en MEX. Donc là, en fait, on est en horaire d'internat, ce qui fait qu'on a des horaires du soir. Donc bon. Là, à ce moment-là, en fait, j'ai perdu en disponibilité pour le club, mais j'arrivais quand même à venir. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là dans le futur pour vous, déjà fixées? Comment vous voyez dans ce sport? Bon, je ne pense pas changer de cap. J'ai bien l'intention de rester dans ce sport. Je suis tombé amoureux de cette discipline en 2020 et ça fait déjà bientôt 5 ans que je pratique cette discipline, et cet amour ne s'est pas terni. Donc je me suis engagé, je m'engage encore. Et là aujourd'hui, je fais partie du bureau du club. Okay. Et je m'engage toujours lorsque je suis disponible pour aider les coachs et puis moi aussi encadrer moi-même les clubs. Il m'arrive d'animer des séances, parce que lorsque le club s'engage dans les compétitions, on mobilise tout le monde, et il faut quand même maintenir les séances en club. Donc c'est là que j'interviens, avec plaisir d'ailleurs. Je reprends un petit peu mon ancien métier d'éducateur sportif dans ces moments-là, et je me suis aussi engagé en tant que bénévole, car je suis depuis peu président du comité départemental de lutte de l'Eure, donc affilié à la Fédération française de lutte. Et j'envisage, moi, de porter des projets donc avec le président du club de lutte, qui est aussi trésorier du comité. Et on commence un petit peu à concevoir des projets pour le développement de la discipline, que ce soit la création d'antennes qui ont vocation à devenir ensuite des clubs, parce que c'était le projet initial de l'ancien bureau. Donc c'était à l'époque j'ai Nathalie Ayon qui est avec l'aide de Sarafi qui sont les fondateurs de ce club-là. Ils avaient pour projet de développer les disciplines de la fédération dans l'Eure. Et il faut savoir que Val-de-Reuil est le premier club affilié à la FFLDA de l'Eure. Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant. Donc, ils sont arrivés en 2016 et ils ont ce projet. Ils avaient ce projet-là que l'on poursuit, et de développer des antennes dans l'Eure pour en faire des clubs, pour en fait que la discipline se développe dans le département. Et lorsque j'avais été recruté en tant que BPGEPS, j'avais été recruté dans cette optique-là, de créer des antennes et de les faire évoluer. Et nous, on continue ce projet avec donc Samy Wanès, donc le président du club, pour continuer cette quête. Et donc là, on maintient ce projet. Et puis moi, de mon côté, je suis aussi porteur d'un autre projet, on va dire de mon côté, qui part en fait d'une conviction qui est venue justement à l'issue de mon entrée dans le milieu du médico-social, puisqu'en fait, il part d'un constat. C'est alors,
c'est que le diplôme d'éducateur sportif, finalement, dans le milieu du médico-social, n'est pas reconnu, mais en revanche, ses compétences sont appréciées. Et c'est, entre guillemets, c'était un fait qui m'avait valu de louper une opportunité, même si au final la structure qui m'emploie était quand même ravie de m'avoir dans ses services. Elle ne pouvait pas m'accorder l'accès à certains postes, puisqu'en fait je manquais de diplôme reconnu du médico-social. Et pourtant, je dirais que dans le milieu du social, le sport, selon moi, a un véritable rôle. Il est porteur de valeurs, il est porteur de cohésion, et il est un outil formidable pour l'insertion des personnes dans la société et l'inclusion. Le sport est vraiment un très bon outil pour l'inclusion, puisque par exemple nous, dans la pratique du sport adapté, on le pratique en inclusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? On a fait ce choix plutôt de créer une section à part lutte adaptée. On a pris le pari plutôt d'insérer les jeunes qui relèvent de la lutte adaptée dans les séances avec les autres. Et ce pari a été gagné haut la main, puisque finalement on a réussi finalement à intégrer ces jeunes-là. Donc je sais qu'on a une jeune trisomique qui est dans notre section, qui lutte avec les autres, et toutes les choses se passent très bien. Elle évolue. On avait aussi jadis un jeune autiste qui lui en revanche nécessitait quand même la mise en place d'un appui, et c'est là que je suis intervenu, puisque il fallait quand même que l'on se mette à côté de lui pour l'accompagner, mais ça se faisait parfaitement. Et donc, je dirais, le sport a un rôle dans le milieu social. Et donc, moi, quelle est ma volonté? C'est tout simplement de faire porter la voix du sport dans le milieu du social, et accorder aux éducateurs sportifs la possibilité d'évoluer aussi bien dans le sport que dans le milieu social. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai remarqué que dans le milieu où je travaille, il y a finalement énormément de personnes qui sont issues à minima de l'animation, et pour beaucoup, dans le milieu du sport. Beaucoup d'anciens entraîneurs de foot, beaucoup d'entraîneurs de foot actuellement, ou par exemple même beaucoup de BPGEPS, éducateurs sportifs, qui travaillent dans le milieu du social, qui, comme moi d'ailleurs, sont reconnus, sont appréciés pour leurs compétences, mais dont leurs diplômes ne sont pas reconnus. Et alors je comprends tout à fait en fait cet aspect, puisqu'il faut aussi reconnaître que le titre d'éducateur sportif comprend certaines compétences, mais sont plus une plus-value que justifiant les connaissances et les acquis nécessaires pour ce travail-là. Toutefois, ce que je souhaiterais mettre en place, c'est que ces éducateurs sportifs puissent accéder aussi au diplôme nécessaire pour travailler dans le social, et de faire valoir en même temps leurs compétences dans ce domaine-là. Donc là, je travaille pour essayer de mettre ça en place, en fait, de faire en sorte que des éducateurs sportifs en formation puissent aussi se former de sorte à pouvoir travailler aussi dans le social, le médico-social. Donc on sent effectivement votre implication au-delà du plan sportif là-dedans, que Joris Jagus sans le sport ne serait pas le Joris que du coup on apprend à connaître. Et justement, avec ces jeunes, quels conseils vous pourriez donner à un ou une jeune athlète, effectivement, avec handicap ou pas spécialement, qui voudrait se lancer dans la lutte? Pour avancer, munissez-vous de votre force mentale. Soyez mentalement fort, persévérez, car tôt ou tard, en fait, ces efforts seront rémunérateurs. Donc, munissez-vous d'une force mentale pour réussir à faire face aux épreuves, et
entourez-vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous et des gens qui vous écoutent. Donc saisissez ces mains qui vous sont portées pour vous accompagner. Ne rejetez pas vos particularités. Parce que moi, je suis passé par là. J'ai moi-même rejeté cette particularité que j'avais. Et pensant réussir, ça ne m'a apporté que de l'échec. Donc, admettez vos particularités, reconnaissez-les en tant que telles, faites-les reconnaître, et surtout, n'ayez pas honte de vous saisir des mains qui vous sont tendues pour vous accompagner. Si vous avez des difficultés, vous avez aussi des forces. Et plutôt que de cacher vos difficultés, munissez-vous de vos ressources. De vos ressources pour vous faire reconnaître en tant que personne et admettre vos difficultés pour pouvoir prendre les mains qui vous sont tendues. N'ayez pas honte d'être accompagné, n'ayez pas honte de vous entourer de gens, parce que vous n'êtes pas seul dans vos difficultés. Il y a des mains qui vous sont tendues, prenez-les, car elles vous tireront vers le haut. Le but n'est pas de vous sentir diminué par cette aide, par cet accompagnement. Et elles sont émancipateurs. Elles n'ont pas pour but de vous réduire. Bien au contraire. Donc, munissez-vous des ressources qui vous sont proposées pour vous ici. Et par cela, vous parviendrez à vous émanciper de votre condition. Merci en tout cas, Joris, pour ces belles paroles de fin. On espère que, comme nos 2 précédents épisodes, ce podcast a pu donner des idées, des forces à nos auditeurs et auditrices. Et on espère vous revoir très bientôt sur nos plateformes et on vous souhaite le meilleur. Merci à vous aussi. En tout cas, Val-de-Reuil est un nid de pépites sportives et Joris nous le prouve encore. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour découvrir une nouvelle perle rollivalloise.